Salut les investisseurs, dans cette vidéo je vous propose la mise à jour de la thèse d'investissement sur Jacquet Metals. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai mon objectif de cours sur Jacquet Metals. Et on commence tout de suite avec l'analyse de la thèse d'investissement. Donc Jacquet Metals, c'est un distributeur d'aciers spéciaux français, basé à Lyon. C'est une entreprise familiale, donc ça c'est un point important, parce que c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a une vision sur le long terme et que la famille est encore majoritaire au capital, donc il y a un actionnariat solide. C'est une entreprise qui est très dépendante du cycle de l'acier, donc on peut voir que après le crash, on va dire le crash, c'est pas vraiment un crash, mais le point bas de 2020, il y a eu une forte hausse liée aux tensions inflationnistes et à la surconsommation, on va dire, surtout au niveau automobile en Occident, et depuis ça s'est bien normalisé et on est revenu à un niveau plus bas qu'en 2020. On voit qu'on a même touché un plus bas de même 2017. Ça commence à rebondir un petit peu, il y a un léger frémissement, donc ça c'est un indicateur à surveiller pour évaluer la position dans le cycle pour l'entreprise. Alors elle opère sur 3 secteurs d'activité différents, il y a ces 3 filiales, donc avec la filiale Jacquet sur les tôles en carto inox, sur Stapert, les produits longs inox, et via IMS, qui est une entreprise qu'elle a rachetée, c'est une histoire assez rocambolesque qu'elle écrit dans un livre que vous passerez, je vous donnerai dans la suite de la description, mais elle a racheté donc une ancienne filiale d'Usinor, IMS, qui est spécialisée dans les métaux pour la mécanique. Alors, sur son créneau d'activité, la concurrence, ça va être principalement les producteurs d'inox verticalement intégrés, donc il y a Acer Inox, société espagnole, ThyssenKrupp, des Allemands, et ArcelorMittal, qui est, on va dire, français, mais racheté par un Indien, et coté aux Pays-Bas, qui ont donc ces acteurs, ils ont des filiales de distribution, puisqu'ils sont verticalement intégrés, et il y a d'autres acteurs qui sont aussi des distributeurs spécialisés, donc il y a 2 Américains, je sais qu'il y a un Polonais aussi, ou 2 Polonais même, mais les 2 Américains dont j'ai connaissance c'est Ryerson et Reliance. Donc Reliance, avant ça s'appelait Reliance Steel, ils se sont diversifiés. Et ces 2 acteurs sont vraiment les plus comparables à Jacquet Metal en termes d'activité, pas en termes de position géographique cependant. La particularité de Jacquet, c'est que sur ces niches de marché, il est leader dans la niche, donc ça c'est un leader mondial, donc ça c'est très bien, c'est un champion caché. C'est-à-dire que même si c'est un acteur inconnu du grand public, en fait c'est un leader mondial. Et ça c'est très bien pour la maîtrise des marges, des coûts, et du coup de la profitabilité. Alors on regarde la répartition du chiffre d'affaires de Jacquet Metals, on est sur une forte exposition à l'Europe, 37%, et une forte exposition à l'Allemagne, 37%, bon, on sait que l'Allemagne ça va pas si fort avec l'automobile, autre Europe, c'est surtout en Europe de l'Est de mémoire, on est à 23%, donc voilà, et la France 10%, donc on est quand même très exposé à l'Europe. Il y a Italie, Espagne aussi 7%, donc globalement c'est une société, c'est une boîte européenne, il y a un tout petit peu d'activité en Amérique du Nord via la filiale Jacquet. L'expansion est en train de se produire, mais pour l'instant ça reste une part marginale, et tout ce qui est autre, je crois qu'il y a peut-être une micro-activité en Chine, quelque chose dans ce goût-là, en Asie en tout cas. Chiffre d'affaires de 2,2 milliards, c'est pas la métrique la plus importante à regarder pour l'entreprise. Si on regarde la répartition entre les 3 activités, on voit que le plus gros est réalisé par IMS à 1,1 milliard de chiffre d'affaires, et 2 autres activités sont à peu près équivalentes. Comme je dis, donc oui, c'est pas forcément le chiffre d'affaires qui est important pour ce type d'activité, il faut évaluer surtout la marge brute pour évaluer la performance, puisque comme c'est un distributeur, eh bien, subit les prix de la matière première. Donc l'acier, elle produit pas de l'acier, donc elle l'achète à des grands groupes qui sont les producteurs d'acier traditionnels, et ensuite elle rajoute sa marge via les services supplémentaires, donc la logistique évidemment, mais aussi le parachèvement, c'est-à-dire la préparation des aciers pour ses clients. Je l'ai pas mentionné avant, mais donc je le mentionne après, pardon. C'est la répartition de ses fournisseurs, c'est une vingtaine de fournisseurs, alors une vingtaine de fournisseurs qui reprennent 50% de ses achats. Donc c'est quand même, je sais pas si c'est très diversifié, c'est un peu diversifié en tout cas, donc ça permet aussi de bien pouvoir négocier les prix et les délais fournisseurs. Et ce qui est bien, c'est que la clientèle de Jacquet de Jacquet Metals, c'est 60 000 clients avec des petites factures de 3 000 euros. Donc ça c'est très très bien pour pouvoir bien gérer les délais clients.
et aussi bien négocier la marge du groupe, les prix et donc la marge du groupe. Ça c'est cette large gamme de clients, ce large panel de clients, pour pouvoir le servir, il faut évidemment un maillage territorial très important. Donc pour faire ce maillage territorial, il faut faire de l'expansion, on va en parler par la suite. Pour ce qui est de cette activité, ce qu'il faut bien gérer, c'est les stocks. En gérant les stocks, on peut essayer de minimiser les coûts de stockage, et donc réduire au maximum la variation du besoin en fonds de roulement, et gérer donc les bas de cycle. Quand on se trouve en haut de cycle, en fait, on approvisionne en essayant de servir au mieux sa clientèle, et quand on est en bas de cycle, on liquide les stocks pour générer les free cash flow, et on attend que le cycle reparte avant de commencer à reconstituer les stocks. Mais en attendant, ce qui est bien, comme on a les free cash flow pour ce type d'activité, on peut aller faire des acquisitions d'entreprises qui sont potentiellement moins bien valorisées par le marché, parce qu'en bas de cycle est moins bien géré. Donc là, j'ai essayé de représenter cette stratégie, cette allocation du capital par ce schéma. On voit que sur ce schéma, en fait, on a l'activité dans la zone 1. Alors oui, je précise que comme c'est une activité de service, pour faire de l'expansion, contrairement à une activité de production, où on doit descendre la courbe d'expérience en achetant le plus possible, en accumulant le plus possible d'expérience en produisant, pour les activités de service, ce qui compte, c'est le maillage territorial pour conquérir des parts de marché locales, et ensuite régionales, etc., etc. Plus on aura un maillage territorial, plus on pourra gérer une base de clients qui en plus est atomisée, donc ce qui permet de bien négocier ses marges, et de bien négocier ses prix et donc ses marges, et de bien négocier ses délais clients. Donc ce qui se passe, on a une zone A qui génère des cash flows opérationnels. Ces cash flows opérationnels, on a une partie qui repart en capex de maintenance, et une partie qui partent en capex d'expansion, pour pouvoir ensuite faire des acquisitions de nouveaux sites, donc les sites de stockage et de parachèvement, et ainsi de suite. Donc chaque zone va pouvoir ensuite générer des cash flows opérationnels, générer un réinvestissement pour maintenir l'activité en bonne condition opérationnelle, et faire de l'expansion en rachetant des sites ailleurs. Et quand on se trouve en bas de cycle, on fait en sorte d'avoir des free cash flow importants pour pouvoir racheter d'autres entreprises. Donc là, on a une double stratégie gagnante, c'est-à-dire qu'en haut de cycle, on a le cash flow opérationnel, on arrive à provisionner l'activité, acheter des stocks et continuer à faire de la croissance. En bas de cycle, on arrive à bien gérer ses free cash flow pour pouvoir en dégager suffisamment et acheter d'autres entreprises. Donc on fait de l'expansion dans n'importe quelle phase du cycle dans laquelle on se trouve. Et ça c'est très important. Donc c'est ce que je précise ici. Et l'avantage de Jacquet Metal par rapport à des concurrents, c'est ce qui s'est passé pour l'acquisition d'IMS qui s'est finalisée en 2011-2012, c'est que comme l'entreprise est familiale, elle a un horizon de temps lointain. C'est en plus un industriel qui connaît très bien son métier et très bien ses cycles. Et donc le but d'Éric Jacquet, c'est pas de maximiser le cours de l'action. Son but, c'est de pouvoir faire de l'expansion à long terme, quelle que soit la phase du cycle. Et pour ce faire, il va faire en sorte de bien gérer le cycle pour, comme je l'ai décrit, gérer ses stocks et ne pas faire trop de pertes. Il en fait un tout petit peu, mais pas trop de pertes quand on est en bas de cycle, et justement pouvoir acheter des parts de marché en bas de cycle. Donc c'est l'avantage d'avoir une société familiale en règle générale. Maintenant on va se pencher sur l'analyse financière de l'entreprise. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge. Donc on voit que voilà, on est pas sur un secteur d'activité qualitatif, on est sur un secteur d'activité avec des marges très fines, un métier de pince, comme j'aime bien les appeler. On voit que le taux de marge brut, voilà, il a 25%, en haut de cycle on a 28 et en bas on est à 22, c'est pas énorme, mais bon, ça mérite d'exister. En termes d'efficience opérationnelle, on voit qu'en médiane on est sur une marge d'EBITDA à 5,5. Actuellement on est en bas de cycle, donc on se trouve sur une marge d'EBITDA en 33, donc on fait pas de perte opérationnelle, malgré le fait qu'on soit en bas de cycle, donc ça c'est bien. C'est bien géré finalement, puisque il faudrait comparer aux concurrents évidemment, mais ce niveau de marge d'EBITDA est tout à fait satisfaisant. Et taux de marge net, lui il est à 0, voilà, puisqu'on est en bas de cycle. Et on voit que de temps en temps on fait des pertes. On a fait une perte notamment en 2020. Donc là on était vraiment au plus creux du cycle, un énorme creux de cycle. Et qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est intéressant de noter, c'est que on a une marge de free cash flow qui est décorrélée de la marge nette. Donc ça c'est magnifique, c'est ce que j'expliquais plus tôt. C'est
on fait des pertes, oui, comptablement on fait des pertes, mais en termes de free cash flow, ils sont énormes justement en bas de cycle. Pourquoi ils sont énormes? Comme je l'ai expliqué, on a bien géré nos stocks, donc on a bien géré notre variation du BFR, ça dégage des free cash flow, et ces free cash flow, après, on peut en rendre aux actionnaires, sous diverses façons, on va le voir après, ou on peut acheter d'autres entreprises. Donc là-dessus, rien que là-dessus, on voit qu'on est sur une activité très cyclique, mais qu'on a un management de très haut niveau, parce que voilà, on a cette décorrélation entre bénéfices nets et free cash flow. Alors, une autre question spécifique est à le secteur de la distribution en général, pas seulement à Jacques Metals, mais distribution en général. Comment est-ce qu'on peut faire du chiffre d'affaires avec des marges, comment on peut faire des bénéfices, pardon, avec des marges aussi faibles, Et la clé, c'est la rotation d'actifs. Donc, c'est cette métrique-là, asset turnover en anglais. On voit qu'en médiane, on est sur une rotation d'actifs de 1,6 fois. Donc c'est le chiffre d'affaires divisé par l'actif moyen sur la valorisation de l'actif moyen sur la période. Donc on fait tourner les actifs 1,6 fois en moyenne par an. Donc on vend 1,6 fois les actifs par an. Et actuellement, on se trouve en bas de cycle, donc on est quand même supérieur à 1, ce qui est pas mal. Si on compare aux autres acteurs, eh bien on a Reliance Steel qui a 1,4, donc on est meilleur en médiane, et Ryerson par contre est meilleur que Jacques Metals sur cette métrique-là, 1,9. Donc la clé pour comprendre ce ratio, c'est on génère pas beaucoup d'euros via la vente d'un euro d'actifs, par contre on fait tellement tourner l'actif que finalement ça génère une somme importante de chiffre d'affaires à la fin, ce qui permet d'avoir ensuite un bon bénéfice net. Et on voit qu'en plus en phase haussière du cycle, la rotation d'actifs augmente, donc on augmente encore plus le bénéfice net, puisqu'on fait tourner encore plus les actifs, donc on fait beaucoup plus de chiffre d'affaires, même si la marge reste un peu faible. C'est bon. Alors, on continue pour la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc là, il n'y a pas de miracle sur ce type d'activité. Les bénéfices nets, on aura du mal à les faire coller vraiment au free cash flow à cause de la variation du besoin en fonds de roulement. Donc on voit que là, par exemple, on a une augmentation depuis 2023, une forte augmentation entre 2022 et 2023. Les bénéfices sont suivis, mais là par contre on se retrouve sur une zone où les bénéfices ne suivent plus la variation du besoin en fonds de roulement. On voit que par contre le management fait en sorte de diminuer ce besoin en fonds de roulement, ce qui est très bon via le déstockage, et on a donc du coup un décalage. Pour valoriser l'entreprise, il faudra mieux utiliser les free cash flow si on n'a pas de dette, mais on va regarder ça par la suite. Mais à mon avis c'est pas une métrique. C'est important d'avoir le free cash flow, mais pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux pas se baser sur ce flux-là. On continue avec la rentabilité opérationnelle. Donc on voit que c'est cyclique, évidemment, comme on l'a vu, et on voit que par contre, on fait une rentabilité opérationnelle négative en creux de cycle. Ça, bon, c'est difficile d'y échapper, on voit que l'activité est difficile. Par contre, en phase haussière du cycle, on est jusqu'à 20% de rentabilité opérationnelle. Donc c'est pas un marché qui croît à 20%, ce qui veut dire qu'en haut de cycle, on va pouvoir retourner du cash, énormément de cash aux actionnaires, et on va pouvoir dégager du free cash flow pour ensuite pouvoir potentiellement racheter les entreprises. Donc on aura des free cash flow qu'il faudra mieux conserver pour ne pas pour ensuite racheter les entreprises quand on est en bas de cycle. En tout cas, cette métrique-là permet de voir qu'on a une très très bonne gestion du cycle, et on peut aller à des niveaux exceptionnels en termes de rentabilité. Donc on l'a vu, l'interprétation globale de ces métriques et de ces ratios, c'est qu'on est sur une activité cyclique, ça c'est aucun doute. On voit aussi qu'on a une gestion excellente de management, et on arrive très très bien à gérer les phases de basse du cycle, et en haut du cycle, on est sur une rentabilité record. Donc voilà, on est sur vraiment un management qualitatif, industriel, qui connaît ses cycles et qui a une vision long terme du développement de l'activité. Continuons avec le bilan de l'entreprise. Ce qu'on peut voir sur ce bilan, c'est que finalement il y a beaucoup d'actifs tangibles, donc on a déjà 600 millions d'euros de stock, on a énormément de cash, on a 337 millions de cash, on a des actifs immobilisés qui sont les dépôts, les entrepôts et les outils de l'entreprise. Donc voilà, il y a 90% d'actifs tangibles dans ce bilan, contre seulement, alors il y a 70 millions d'écarts d'acquisition, puisque comme on a vu, l'entreprise fait des rachats d'autres entreprises en bas de cycle, donc on cumule des écarts d'acquisition au fil des années. Et l'utilisation, c'est à mon avis, j'ai pas creusé, mais je pense que c'est les loyers que l'entreprise paye sur les entrepôts qu'elle possède pas en propre.
ce qui est de l'endettement, dans le dernier communiqué de l'entreprise, on est sur un gearing, c'est-à-dire endettement net sur capitaux propres à 30%, donc c'est très sain, c'est-à-dire que finalement il n'y a que 30% de l'entreprise, la valeur de l'entreprise n'est détenue qu'à 30% par les créanciers, donc ça c'est très bon, surtout en bas de cycle. Ce qu'on voit ici, ça peut faire prendre peur à certains, on voit que le ratio dette net sur EBITDA, il est à 7 fois. On se rappelle, hein, en finance, on s'inquiète normalement à partir de 3 fois. Pourquoi 3 fois ? Ça veut dire que si on arrête d'investir pendant 3 ans, on peut rembourser la dette, puisque on va dire que l'EBITDA représente à peu près le cash généré par l'entreprise. Bon, on voit que là-dessus on est sur 7 fois, et ça peut paraître élevé, mais il faut se rappeler qu'on est sur une activité cyclique, et que l'EBITDA actuellement il est au niveau, un des niveaux les plus bas depuis 5 ans, depuis le dernier cycle. Donc si on normalise cet EBITDA, on se retrouve finalement à 2 fois la dette nette. On est à 196 millions et l'EBITDA médian sur 5 ans il est à 100 millions, donc il n'y a pas de problème sur l'endettement. Continuons avec la valorisation de l'entreprise. Donc ici on va s'intéresser, c'est un cas d'école d'investissement dans les cycliques profondes, deep value en anglais. Première métrique de flux qu'on va utiliser pour valoriser l'entreprise, c'est valeur d'entreprise sur EBITDA, puisqu'on a vu qu'il y a un peu de dette. À mon avis pertinent d'utiliser le price earning, et on a vu que le price free cash flow finalement il va nous dire qu'il va être assez bas puisque les free cash flow sont élevés. Moi je préfère montrer cette métrique là parce que ça se base sur une phrase que Louis Defels avait mentionné dans une interview sur BFM Business. Il disait: les cycliques, il faut y investir quand on est sur un PER très élevé. Moi je préfère la valeur d'entreprise sur EBITDA puisqu'il y a de la dette, mais pourquoi est-ce qu'il faut, on prend la valeur de flux et il faut s'intéresser à une valeur de flux très élevée. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en fait la valeur d'entreprise n'est pas forcément basse, ça veut surtout dire que l'EBITDA est à un niveau très très faible. Et du coup, bien sûr, alors si on fait des pertes, ce ratio il va être incalculable, il va être négatif, mais par contre, comme on fait pas de perte opérationnellement, l'EBITDA il reste positif, on voit qu'on est sur un niveau très élevé à l'heure actuelle, de 14, alors que la médiane est de 7,7, et que en haut de cycle, on est à 2. Donc en fait, on est complètement inversé par rapport à une métrique de flux sur une activité traditionnelle. On va essayer de voir s'il y a une décote par rapport à la médiane historique. Là, on regarde si on n'est pas à un point haut de survalorisation. Par exemple, là, en 2021, on était à un énorme point haut. Donc ça, c'était à ce moment-là qu'il fallait acheter l'entreprise. Et bim, ça s'est bien rétabli par la suite. Et là, par contre, il faut commencer à vendre quand on descend en dessous de la médiane et qu'on se rapproche d'une valeur très basse. Donc, là, on va répéter le même jeu. C'est-à-dire que là, on est sur une valorisation de flux qui est qui est assez élevée par rapport à la médiane en tout cas. Donc, on sait, en plus, on sait que les bénéfices opérationnels l'EBITDA est très faible en ce moment. Donc, ça peut être intéressant d'un point de vue timing. On rajoute à ça la marge de sécurité. Donc là, c'est le premier, on va dire, case à cocher pour investir dans une cyclique, mais il y a 2 cases à cocher. Il faut aussi vérifier qu'on a une décote sur les actifs de l'entreprise. En effet, ça apporte la marge de sécurité nécessaire pour pouvoir investir dans une cyclique. Si on n'a que cette case-là qui est cochée, la valorisation par rapport au flux, on n'a pas de garantie supplémentaire par rapport au bilan. Nous, il nous faut cette deuxième case, et on va voir si elle est cochée pour Jackie Metals. Donc on regarde ce qui se passe ici en termes de valorisation. Donc là, c'est la capitalisation boursière ou le prix de l'action par rapport aux actifs tangibles pour chaque action, ou alors capitalisation boursière sur actifs tangibles. Bilan, on voit que la médiane est de 1,3. Et là, on se trouve sur 0,6. Donc on a un point bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les actifs tangibles de l'entreprise permettent de rembourser intégralement les actionnaires quasiment 2 fois. Voilà. Ça veut dire que en fait le marché sous-valorise grandement l'entreprise par rapport à ses actifs. Et deuxième, pour plus de précision, on peut regarder cette métrique-là. On pourrait regarder, donc là je regarde les stocks par rapport à la valeur d'entreprise, on pourrait regarder les stocks par rapport au prix comme au-dessus, mais là-dessus ça rajoute un élément supplémentaire on va dire pour rassurer l'investisseur, c'est que la valeur d'entreprise c'est capitalisation boursière plus endettement de l'entreprise. Et donc on voit que on est au niveau de stock, donc inventory ici, les stocks couvrent à peu près la valeur d'entreprise. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que on liquide tous les stocks, et on peut quasiment rembourser les actionnaires et les créanciers du groupe, et tout le reste, c'est gratuit. Donc, tout le reste, c'est le savoir-faire de l'entreprise, c'est
son appareil industriel, son appareil logique, tous ses outillages logistiques, etc. Donc, en fait, énorme marge de sécurité à ce niveau. Donc on a vu qu'on on a coché les deux cases sur Jacques Metals. On a un niveau de valorisation sur le flux très élevé, assez élevé en tout cas, qui indique qu'on est sur un point bas. On a une décote sur les actifs, qu'on peut regarder sur par rapport à divers critères. Donc on a la marge de sécurité. Donc en niveau de valorisation, on est sur un timing peut-être intéressant. On se penche sur le retour à l'actionnaire rapidement. On voit que on n'est pas sur une entreprise qui a un dividende qui est constant. Et ça c'est normal. Si vous avez bien compris l'allocation du capital du groupe, le but c'est de maximiser le retour actionnaire, oui, mais pas il y a des dividendes forcément croissants. Donc on voit que les dividendes ils vont dépendre du niveau de free cash flow et ils vont dépendre aussi du plan d'allocation long terme, d'allocation du capital long terme du groupe. On voit que en général, d'ailleurs, quand les free cash flow sont élevés, on voit que le dividende est bas. Donc c'est un peu contre-intuitif. En fait, quand on n'a pas besoin des free cash flow pour faire des acquisitions, on les utilise pour verser les dividendes. Donc, quand on a une phase du cycle haussière, on verse des gros dividendes, et en phase baissière du cycle, on verse peu ou pas de dividendes. Donc, à l'heure actuelle, il est ridicule le dividende, il est à moins de 1% de rendement. Par contre, ce qui est intéressant dans l'allocation du capital, depuis 2020 en tout cas, c'est que le groupe a conscience de cette sous-valorisation, il a changé ce paramètre de l'allocation du capital, c'est le paramètre de rachat d'actions. Depuis 2020, le groupe rachète pas mal ses actions, donc acheté plus de 10 voire 15% de ses actions depuis 2020. Donc ça c'est excellent. L'entreprise donc indique, donc ça c'est une info qui est tirée de Philippe Lucchesi, je crois dans son analyse, qui dit que l'entreprise a conscience qu'elle peut racheter ses actions pour moins que la valeur de ses stocks, donc elle en profite, elle augmente le retour aux actionnaires en achetant ses propres actions, et elle a deux critères pour deux utilisations possibles de ces actions, soit les échanger pour faire une offre publique d'échange, une OPE, ce qu'elle a fait pour IMS par exemple. Donc le but c'est, on achète les actions actuellement, vu qu'elles sont sous-valorisées, on les garde en stock, et puis une fois que l'activité, le cycle va repartir fortement, l'action Jacques Metals va se revaloriser, et on va pouvoir échanger ces actions contre d'autres actions d'entreprise peut-être moins bien valorisées. Donc ça c'est malin. Et sinon, en règle générale, on peut annuler ces actions pour augmenter la part de propriété de chaque actionnaire dans l'entreprise. Ça c'est excellent. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc on a vu que Jacques Metals c'est une activité très cyclique, on est sur des marges très étroites. On a besoin de mailler le territoire, puisque c'est une activité de service, donc pour mailler le territoire, on fait de l'expansion via des capex d'expansion, ou on fait des acquisitions via les free cash flow en bas de cycle. On a vu aussi qu'en termes de valorisation, on est peut-être sur un timing intéressant, puisque en termes de flux et en termes de stock, de valorisation par les flux, en termes de valorisation par les stocks, on est sur des niveaux intéressants. Et on voit que par contre, oui, en revanche, on peut avoir un coût d'opportunité à investir sur Jacques Metals à l'heure actuelle, puisque on peut jamais prévoir quand est-ce que le cycle va redécoller. On voit qu'il y a des frémissements sur les matières premières et sur le cours d'autres actions comme ArcelorMittal par exemple, qui sont connexes mais pas forcément dans le même type d'activité. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a un début de reprise de cycle. En tout cas, il vaut mieux avoir conscience qu'on peut avoir un coût d'opportunité à investir sur Jacques Metals. Le cours ne descendra pas forcément plus bas vu de la valorisation. Par contre, on peut rester longtemps à ce niveau de cours en attendant qu'il y ait une reprise du cycle, et il n'y a pas forcément de dividendes pour patienter. Mais il y a des rachats d'actions pour pouvoir et annulation d'actions pour pouvoir augmenter sa part de propriété dans l'entreprise. Donc finalement, ça permet quand même d'avoir des dividendes futurs plus élevés. C'est tout pour cette analyse. Pour la réaliser, j'ai utilisé le document d'enregistrement universel 2023, les rapports semestriels et communiqués de presse disponibles sur le site du groupe Jacques Metals. J'ai également reçu le livre qui m'a été envoyé par le service investisseur de Jacques Metals, qui s'appelle David contre Goliath, comment Jacques Metals a croqué IMS, très intéressant. Je vous invite à le lire. Si vous souhaitez l'obtenir, vous pouvez demander par email au service investisseur de Jacques Metals de vous l'envoyer. Ils vous l'enverront très gentiment. Pour tout ce qui est métrique, j'ai utilisé Coifin, qui est mon outil de visualisation. Et je conclurai en vous disant que ce n'est pas un conseil d'investissement et seulement une invitation à faire vos propres recherches si vous êtes intéressé par ce dossier.
J'ai indiqué aussi que je vous donnerai mon objectif de cours sur Jacques Metals. Donc, mon heure actuelle, on se trouve sur les 17 €. À mon avis, on peut aller jusqu'à la valeur du stock, qui est de 600 millions. À l'heure actuelle, on se trouve sur une capitalisation boursière de 370 millions. La valeur du stock est à 600 millions à l'heure actuelle. Donc, moi, je pense qu'on peut viser ces 600 millions. Ça nous donnerait quasiment, peut-être 50% du cours. Donc, ça nous donnerait potentiellement un cours à 25 €. Ça va être ma cible, et on verra ensuite comment ça se passe par la suite. Est-ce qu'il y a du potentiel pour aller plus loin, mais je pense que c'est un premier objectif qui sera atteignable en haut de cycle. Donc quand est-ce qu'il arrivera, ça reste à déterminer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.